Ravi de vous retrouver, chers téléspectateurs, et bienvenue dans cette nouvelle édition dans votre émission hebdomadaire, votre fenêtre sur le monde culturel bibliothèque. Comme vous savez, pendant cette édition, on essaye de jeter un coup d'œil sur les dernières productions culturelles, intellectuelles qui sont apparues sur la scène égyptienne. En fait, aujourd'hui, j'ai deux œuvres très importantes. Premièrement, il s'agit de cette œuvre intitulée « Les secrets et les bases de l'écriture hiéroglyphique » et toujours une autre œuvre intitulée « Les caractères et les bases de l'écriture erratique ». Donc, ce sont deux œuvres composées par Abdelrahman Abou Zeid. C'est un chercheur dans le domaine de l'archéologie. Mais avant de vous laisser avec un tout petit reportage qui va jeter la lumière sur ces deux écritures, je dois vous noter une chose très importante. L'écriture erratique permettait dans l'Égypte antique aux scribes d'écrire rapidement en simplifiant les hiéroglyphes et était utilisé dans l'administration. Donc, je dois actuellement vous laisser avec ce reportage. Après cela, c'est le temps de notre rendez-vous avec l'archéologue Abdelrahman Abou Zeid. Le système linguistique de n'importe quel peuple se compose de deux éléments essentiels qui se complètent, le système phonétique et l'écriture. Les anciens Égyptiens ont inventé un moyen de communication capable de traverser le temps et l'espace. Il s'agissait du premier moyen de communication humain. L'écriture a ainsi vu le jour. À l'époque, les symboles reflétaient les pensées de l'homme et non sa voix. L'homme a ensuite fait son possible pour que chaque symbole corresponde à un seul son. Il a pu ainsi former de nombreux symboles inspirés de la nature. Leur nombre dépassait les 1000. Le premier alphabet qui parle comme l'homme est l'alphabet de la nature égyptienne. De nombreuses personnes se sont interrogées comment un système écrit formé de 1000 symboles interagit avec un système alphabétique. C'est ici qu'apparaît le génie des Égyptiens qui ont compris il y a plus de 7000 ans que le système alphabétique est un principe et non pas un nombre. Tant que le principe alphabétique est présent, le nombre de symboles devient d'une importance secondaire, peu n'importe le nombre. L'ancien Égyptien n'a jamais commis la faute d'abréger la forme des lettres inspirées de la nature dans son système principal d'écriture, car il était convaincu que cette forme fait partie de l'harmonie de la nature. Il a fait cette abréviation pour une écriture facile et rapide dans des systèmes parallèles au principal système de la nature. Le premier de ces systèmes est l'écriture hiératique, dans laquelle nous voyons l'abréviation de la forme générale des symboles en écriture facile sur les papyrus. L'ancien Égyptien a gardé la plupart de ses réalisations scientifiques dans des textes rédigés avec cette écriture. Ce système abrégé de la forme traditionnelle des symboles à travers lequel l'image s'est transformée en une écriture d'une forme spéciale a aidé l'Égyptien à créer le principe de l'accord linguistique alphabétique, c'est-à-dire l'alphabet convenu et accrédité. La plupart des peuples ont acquis ce principe linguistique écrit, vu son importance à former l'alphabet. Au début, le symbole était clair, à travers son image naturelle connue de tout le monde. Mais après l'abréviation et la perte par le symbole de sa forme naturelle, il était indispensable de se mettre d'accord sur la nouvelle forme d'écriture de chaque alphabet pour communiquer. Malgré toutes les difficultés par lesquelles il est passé à travers les époques, comme l'effacement et la destruction de ses grandes réalisations scientifiques, il a toujours résisté à garder son identité. Le livre intitulé « Les caractères et les principes de l'écriture hiératique » relate une des plus importantes étapes de l'évolution de l'écriture humaine. L'écrivain a fait un grand effort pour sortir cet ouvrage sous une forme simple et dans un style linguistique scientifique
en langue arabe afin que tous les lecteurs puissent assimiler son contenu, Tour comme son premier livre. Les secrets et les règles du hiéroglyphe qui a eu un grand succès non seulement au niveau égyptien, mais aussi au niveau arabe et international, et aussi au niveau de toute personne qui cherche à comprendre le génie de nos ancêtres qui ont souffert pendant de longues années. Donc de retour au studio avec notre Abdelrahman, notre invité Abdelrahman Abouzeid, notre archéologue dans le domaine de l'égyptologie. Vous êtes toujours bienvenue sur NAL TV International. Au studio de NAL TV International. Et vos œuvres et vos écritures majestueuses, les secrets et les règles de la hiérographie et les traits et les bases de l'écriture hiératique, ce sont deux livres si importants et sont reliés ensemble. Comme vous avez cité que l'ancien Égyptien, l'ancien Égypte avait 4 genres d'écriture, laissez-moi vous donner l'occasion ou l'opportunité à donner les définitions des langues, des anciennes langues égyptiennes. L'ancienne langue égyptienne, il y avait quelque chose qui est diffusé d'une façon très forte, que la langue hiéroglyphique, c'est la langue égyptienne, non, c'est la hiéroglyphie, c'est l'écriture complète pour le signe, c'est le dessin complète sur les murs, le dessin de l'oiseau, de l'homme, le hiératique, c'est une simplification pour la langue. Et il y avait l'écriture copte, c'est avec une langue égyptienne ancienne, mais avec des traits latines et avec des traits grecs. Et la langue copte, c'est la langue, c'est l'ancienne langue égyptienne dont on prenait le nom de l'Égypte. Non, le nom de l'Égypte est du mot Kipt, c'est-à-dire l'inondation. Et il y avait plusieurs points de vue. Il y avait la terre de l'inondation et il y avait Aptek et Égypte. Et le copte, c'est l'Égypte. Et le copte également, il y avait beaucoup de gens qui comprennent faux que le copte, c'est les chrétiens. Non, c'est le copte, c'est l'égyptien. Je suis copte égyptien et copte musulman ou copte chrétien. Mais copte, c'est-à-dire égyptien, il est lancé ou il est pour les deux religions. Oui, il est pris de mots de l'inondation copte. Bon, nous avons quatre écritures pour une seule langue, c'est l'ancienne langue égyptienne. Et les particularités pour la langue ancienne égyptienne, la hiérographie, donc, c'est le trait ou l'écriture complète pour le signe. On parle quand les hiéroglyphies comme une écriture, mais il y avait une certaine particularité et des traits spéciaux également pour la langue. Il appartenait à la 6e famille également des familles de la langue et se subdivise en 4 écritures et c'est la langue qui est rédigée sur les temples et les pyramides et l'Antiquité également déplacée stable, mais l'écriture hiératique. Bon, maintenant, il y avait sur l'écran une image concernant l'écriture hiéroglyphique. Oui, c'est la pierre du Rachid. Il était depuis la campagne française en 1894. Il y avait un des soldats qui s'appelle Richard qui avait trouvé cette pierre et cette pierre a été déplacée en France et après on a émis des manuscrits pour les autres temples autour du monde. Bartholoméus également, ses remerciements et bénédictions pour le roi des
prêtre qui se trouve dans le temple, il s'est rédigé par deux langues. Ces deux langues, l'ancienne langue égyptienne avec deux écritures et la langue grecque. Il y avait la langue ancienne égyptienne avec la langue hiéroglyphique et également nous avons la langue grecque. Et ce sont les trois langues qui étaient très fameuses dans l'époque où cette pierre a été rédigée. Bon, laissez-moi conclure l'information. Il y avait une langue égyptienne, mais il y avait une seule langue égyptienne et il y avait plusieurs langues, il y a plusieurs écritures. Oui, bien sûr, comme dans la langue arabe. Donc, je vais dire pourquoi également, pourquoi l'écriture hiératique ancienne a été apparue. Il y avait un hiéroglyphe il est difficile pour l'ancien égyptien parce qu'il y avait beaucoup de dessins. Il a été relié par les temples et il a besoin pour l'exécuter beaucoup d'efforts et beaucoup de temps également. Quand quelqu'un rédigeait sur le mur, il y avait quelqu'un qui corrige l'écriture dessinée. Donc, le dessinateur ou ce qui fait cette sculpture, s'il avait par exemple commis une faute, il essaie à le remédier et il met une certaine pierre et rédigée sur cette pierre. Mais avec le temps, il y avait beaucoup de couchettes qui sont tombées. Il y avait l'écriture qui est fausse et le juste est sur le faux. Donc c'est un grand effort avec la pluralité des papyrus également. Il y avait l'écriture également hiératique. C'est pour simplification pour les signes. Il s'appelle l'écriture du Elchaït, c'est-à-dire l'écriture qui est rédigée avec le cran ou avec le bic sur l'estrade. L'estrade, c'est quelque chose du marbre ou du pierre. Il s'appelle strade. Donc, hiératique est rédigé sur deux pierres. Voilà, c'est l'écriture hiéroglyphique maintenant. Comme vous voyez, c'est l'image complète pour le signe. Oui, l'image complète pour l'oiseau ou pour le corps de l'être humain. Oui, exactement, c'est juste, voilà, l'oiseau est complète, l'aigle est complète et également le dessin du également bras est complète. Et il y avait zigzag et il y avait dans la langue hiératique pour la simplification. Dans l'étape de la simplification, elle devenait une seule ligne. Pour avoir une seule mouvement de ligne, le but de la langue hiératique, c'est simplification. Laissez-moi également vous demander quelles sont les pushs ou quelles sont les causes de la langue hiératique. Est-ce que c'est une langue où, vu le développement de la vie quotidienne pour l'être humain, ce qui rappelle ou ceux qui sont responsables pour l'écriture en ancien Égypte ou dans ce temps-ci a développé l'écriture. Oui, bien sûr, l'écriture également, il a été kahanouti également, c'est-à-dire des Grecs qui l'ont dit ce surnom dans une période bien retard de la langue hiératique. Ils ont écrit des textes religieux. Les textes religieux sont seulement rédigés par la langue hiératique. Donc, c'est pourquoi ils ont dit que c'est la langue de notre bon Dieu où on va. Mais non, ce n'est pas pour notre bon Dieu seulement. Elle remet toute la vie quotidienne au cours de la journée. Et la langue hiératique est un part de cette langue. Et d'ici, il y avait l'importance, où on conclut l'importance ou la nécessité de la langue concernant. Il n'y avait pas en Égypte également des références égyptiennes spéciales concernant cette écriture. En ce qui concerne ce point, j'avais fait allusion pour l'introduction de ces deux œuvres. J'appelle mes professeurs et mes instituteurs également. C'est le deuxième appel. Le deuxième appel, vous dites qu'on doit rédiger l'histoire
l'histoire égyptienne. On répète à rédiger l'histoire égyptienne par des mains égyptiens il n'y avait pas des buts ou des interventions s'interviennent dedans. Par exemple, s'il y avait un étranger rédigé en ce qui concerne notre histoire, il va faire entrer également ses ambiances, ses points de vue, vu de la faiblesse de la langue étrangère. Ici, par exemple, les interlocuteurs avec la langue étrangère sont peu, par exemple, dans notre domaine. Donc, ce qui va rédiger mon histoire, un étranger, il est très facile à faire entrer des théories spéciales pour leur pays, sionnites par exemple, etc. Parce que bien sûr, il y avait un grand problème qui se trouve, le problème du Grand Pyramide, etc. On veut savoir ce problème, c'est un problème. Ils veulent prouver que ceux qui avaient construit les pyramides ne sont pas des Égyptiens. Et non, ce n'est pas juste, pas du tout. Et d'ici se trouve la nécessité qu'on doit écrire, on doit rédiger notre histoire par nos mains. Nous-mêmes et par nous, parce qu'il y avait une information, par exemple, qui se trouve dans un livre, peut susciter des recherches et des questions et des interpellations, que par exemple, les pyramides ne sont pas égyptiens et ils sont sur la terre égyptienne. Et également, ils s'appellent l'ancien égyptien jusqu'à maintenant. Jusqu'à notre jour-ci, les théories étrangères et les étrangers là-bas disaient que l'histoire pharaonique ou l'ancienne histoire égyptienne. Donc, c'était tout pour cette édition, chers téléspectateurs, ou avec plus de précision, c'était tout pour cette rencontre. Et actuellement, je dois vous laisser, chers téléspectateurs, avec un reportage sur un des lecteurs qui va nous parler d'un livre qu'il a lu. Donc, avant de vous quitter, chers téléspectateurs, nous devons jeter un clin d'œil très rapide sur la statistique d'un box-office sur les livres les plus vendus sur le marché national ou même sur le marché international. النهارده هنتكلم عن كتاب اسمه حكايات زمان. الكتاب ده بيحكي عن تاريخ وعن فترة. Aujourd'hui, nous allons parler d'un livre intitulé Des histoires d'autrefois. Ce livre traite de l'histoire et d'une belle période sous forme de roman. Le livre est intitulé Des histoires d'autrefois. Il aborde une période de l'histoire de l'Égypte. Il y a eu la dynastie fatimide, puis l'époque moderne de Mohammed Ali. Ce qui est amusant, c'est qu'en lisant le livre, nous avons le sentiment de marcher dans la rue d'El-Mu'izz el-Din al-Fatimi. C'est comme si nous étions accompagnés d'un guide touristique qui décrit l'architecture. L'auteur, Maïsal Salakawi, a traité le sujet du livre d'une manière simple. Elle a capté ses œuvres sous forme d'images rares. La personne qui regarde ces images découvre qu'elles remontent à une histoire lointaine racontée dans des récits. Elle aborde l'État fatimide et ses monuments qui existent jusqu'à nos jours. Cet État a succédé à Amr ibn al-As qui a construit la ville d'El-Fustat. Le livre aborde la construction de 4 villes, dont celle d'El-Fustat sous la dynastie abbasside qui a pourchassé les califes omeyyades et a voulu les anéantir. Ils ont construit au nord d'El-Fustat. Le livre aborde la construction de 4 villes, dont celle d'El-Fustat. Sous la dynastie abbasside, qui a pourchassé les califes omeyyades et a voulu les anéantir. On a construit une ville au nord d'El-Fustat et lui a donné le nom d'Al-Askar. Ibn Touloun, quant à lui, a construit la ville d'Al-Qata'a. Cette ville a pris ce nom parce que Ibn Touloun a pris un morceau de terrain et l'a donné à ses parents et ses proches pour y faire des constructions et s'y installer. C'est pourquoi ce terrain a pris le nom d'Al-Qata'a.
Vient ensuite la dynastie fatimide, fondée par Gawhar al-Saqili, qui a construit le Caire où Al-Mu'izz honore d'Al-Fustat. Elle s'étendait sur une superficie de 340 fédans. Ensuite, elle s'est étendue jusqu'à 400 fédans, environ entourée de hauts murailles. Actuellement, il ne reste que le quart de la ville, avec Bab el-Nasr et Bab Zouéla, qui sont un patrimoine. Si nous regardons la rue d'El-Mu'izz el-Din, nous allons découvrir l'histoire de cette ville. Après la construction de cette ville, Gawhar al-Saqili a construit aussi la grande mosquée, intitulée Al-Azhar. Lorsque la construction était terminée, Al-Mu'izz est venu du Maroc pour s'y installer. Il a aussi amené les dépouilles de ses fils et les a enterrés dans la ville. C'est un patrimoine documenté avec des images historiques et rares. Nous considérons que ce livre est une référence historique pour tous ceux qui veulent lire et se cultiver. Passionné de cette magnifique civilisation, qui est la civilisation de l'Égypte, l'écrivain appelle les jeunes à en prendre connaissance. Pour connaître une civilisation, il faut lire son histoire. Elle a abordé cette époque historique et l'a présentée sous forme de récit. Elle s'est arrêtée devant chaque image, comme les parcs d'Al-Azbakiya et d'Al-Urman, et comment étaient les villes. Nous pouvons passer rapidement sur quelques informations. Prenons le quartier de Choubra. D'où est venu ce nom? Nous découvrons que ce nom est dérivé du terme Gabro, qui est dérivé de l'ancienne langue copte, qui signifie la place haute ou le sommet. Choubra était une île dans le Nil. Elle s'est rapprochée de la rive. Elle s'est rattachée à d'autres endroits, formant le quartier de Choubra, qui est donc un terme dérivé du copte Gabro. Beaucoup parmi nous ne prêtent pas attention et ne cherchent pas à connaître le sens de ce terme. Le livre explique aussi le terme que nous répétons tous, bariza, qui veut dire 10 piastres. D'où est venu ce terme? À l'époque ottomane, lorsque Saïd Pacha était gouverneur d'Égypte, la monnaie devait porter le nom du sultan. C'était un décret. Cette monnaie était en or ou en argent. Saïd Pacha a voulu frapper la monnaie en son nom. Lorsqu'il était en France, il a ordonné de frapper de la monnaie sur le cuivre pour s'écarter de l'or et de l'argent consacrés au sultan. Puisque le sultan n'avait pas donné d'ordre pour frapper la monnaie sur d'autres métaux que l'or et l'argent, Saïd Pacha a choisi le cuivre pour se distinguer du sultan. Quelque temps après, et même avant de prendre livraison de la monnaie, Saïd Pacha est mort. Ismaïl Pacha lui a succédé. Il était à l'Astana. En venant en Égypte, il a découvert que les douanes n'avaient pas pris livraison de ces monnaies. Elles devaient prendre l'ordre du wali pour prendre livraison de la monnaie. Ismaïl Pacha a refusé et a ordonné que la monnaie retourne en France pour être frappée dans le style égyptien portant le nom du sultan. Mais la monnaie était frappée en cuivre et en argent. La monnaie frappée sur l'argent et le cuivre est retournée en Égypte et a été mise en circulation. Les Égyptiens ont donné le nom de bariza à cette monnaie parce qu'elle était frappée à Paris. Ce qui est amusant est que cette monnaie avait perdu 20% de sa valeur à cause de sa mauvaise qualité. Personne n'a jamais abordé ce sujet. Donc, avant de vous quitter, chers téléspectateurs, nous devons jeter un clin d'œil très rapide sur la statistique d'un box-office sur les livres les plus vendus sur le marché national ou même sur le marché international.
Donc, c'était tout pour cette édition, chers téléspectateurs. Je dois vous dire au revoir et à la prochaine.